Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communauté des Furies avec Paul Montague. Bonjour Paul. Bonjour. Et Daoro. Salut. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors en premier lieu, Daoro, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Ouais, alors je suis Daoro, c'est mon identité internet générale. Et on me connaît un peu pour ça, pour un podcast que j'anime qui s'appelle Tâche de thé, où voilà, je vais parler de différents trucs sur un peu nos modes de vie ou notre organisation personnelle. Et il se trouve qu'en plus, je suis un Fury, et c'est un peu ce qui va nous intéresser cet épisode. J'en dis pas plus pour l'instant. Merci. Paul ? Oui, bonjour, mon nom est Paul Montague, et pareil, je suis en communauté Fury depuis quelques années. Et je travaille dans le milieu de l'informatique, dans le conseil, notamment en stratégie management, et avec un certain focus sur la cyber en ce moment. Nous allons donc parler des Furies, mais qu'est-ce qui caractérise un Fury ? Un ou une Fury, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui aime bien les animaux anthropomorphiques et qui s'identifie un petit peu à tout ça. Animal anthropomorphique, qu'est-ce que c'est ? C'est bêtement un mélange en fait de caractéristiques humaines et animales. Il faut penser à des animaux sur deux pattes qui sont debout donc, et puis doués de paroles, d'intelligence. En gros, si vous avez vu récemment Zootopia, ou pour les plus âgés d'entre vous, si vous avez vu peut-être le Robin des Bois de Disney, c'est un peu les deux classiques qui mettent bien ça en avant en fait, parce que ça utilise vraiment des personnages anthropomorphiques. Après, on peut remonter sur les déités égyptiennes, où on a Anubis et ainsi de suite, qui seront aussi du coup des animaux anthropomorphiques en soi. Alors les Furies, c'est un petit peu plus récent parce que ça date des années 80. Encore un truc qui vient des États-Unis, mais plutôt de toutes les des fans, des conventions comics aux États-Unis des années 80. Ouais, c'est né un petit peu comme ça. Dans le cadre de Comic-Con, si je dis pas de bêtises, il y a effectivement eu un groupe d'artistes et juste de passionnés de un peu science-fiction avec des animaux anthropomorphiques qui se sont dit qu'ils pourraient se réunir ensemble pour socialiser quoi, un petit peu dans leur coin en marge de la convention. Et puis ça a grandi un petit peu comme ça pour devenir suffisamment important pour qu'il y ait les premières conventions spécialisées qui aient lieu, qui se détachent des Comic-Con. Et forcément, avec l'essor d'Internet, il y a eu beaucoup de diffusion d'images, de textes et de premières communications en ligne en fait, qui ont participé à l'essor du mouvement en fait, à sa diffusion, à ce que ça devienne de plus en plus populaire. Et ça continue avec des histoires comme TikTok, VRChat ou autres qui maintenant sont peut-être les nouveaux vecteurs de découverte, on va dire ça comme ça. Là où ça a pu commencer avec PHPBB, IRC et maintenant, comme disait Daoro, les métiers un peu plus récents. Le but, qu'est-ce que c'était ? C'était de se rencontrer comme on participe à une soirée déguisée ou ce genre de choses, ou il y avait d'autres objectifs dans le fait de se rencontrer Alors moi, je parlerais surtout d'intérêt commun au début, sur le même principe que les fans de Star Trek, les Trekkies, ont décidé de se rencontrer parce que c'était cool d'échanger et de vivre un petit peu leur passion. C'est un peu la même chose avec les Furies, quoi. Il y a vraiment une idée d'échanger le fait qu'on apprécie ça. Dans les débuts, je pense qu'on est surtout à imaginer des univers et à échanger des dessins. Au fur et à mesure de l'évolution, il y a de plus en plus de costumes qui sont apparus, où les gens du coup se déguisent et portent ce qu'on appelle dans le milieu des fursuits, donc littéralement des costumes de poil, qui sont en fait un peu des habits de mascotte, si on veut bien, ça correspondrait à ça. Et là, il y a de plus en plus une envie aussi de juste être ensemble, un petit peu habillés comme ça, parce que ça fait une ambiance super sympa, quoi. D'accord, donc ça c'est important parce qu'en fait on a tendance à penser que le déguisement était l'objectif premier alors que finalement non, c'est venu dans un second temps. Ouais, tout à fait, oui. T'as pas que le déguisement, mais t'avais tout ce qui était dessin, fanfiction, danse, performance type cosplay, t'avais pas mal de choses autour justement des Furies, pas uniquement les déguisements. Puis on parle aussi donc parmi les personnes qui viennent à des conventions de Furies, il y a moins de 25% de gens qui ont un costume.
Oui, justement, c'était ma question. C'est pas obligé d'avoir un costume pour pouvoir participer à des conventions ou des événements sociaux. Globalement, tout le monde est accepté. Oui, bien sûr. Il y a une certaine une appréciation en fait de l'art anthropomorphique en général. Les costumes ne sont qu'une partie de tout ça. Parce qu'à côté, il y a la littérature, il y a des dessins, il y a du film, des modélisations 3D, ainsi de suite. Bah, de toute façon, vu le prix des costumes, ça pourrait pas être une barrière d'entrée, sinon il y aurait beaucoup moins de monde. Ah bon, c'est-à-dire, Nico, quel est le prix des costumes? Les costumes, ils coûtent quand même assez cher. Tu peux avoir jusqu'à plus de 1000 euros, enfin des centaines, milliers d'euros. Ça coûte quand même. Hein. Ouais, je crois que les records absolus sont vraiment démentiels de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bon, la fursuit moyenne, le prix moyen actuellement, on est plutôt aux alentours de 3 à 5 000 euros, je pense. Ah oui, quand même. Je pense plus 5 000 que 3 000. Ouais, l'inflation passe par là. Qu'est-ce qui fait que le prix est si élevé? C'est de l'artisanat, c'est un travail à la main, c'est des gens qui font ça à temps plein. Pour certains, ça leur prend 2 mois pour faire un costume. Et ils vivent de ça. Et il y a des boutiques en France, ou est-ce que c'est des costumes qui sont par exemple importés des États-Unis ou d'autres pays? Alors tout est fait maison, si on peut dire ça comme ça, même s'il y a des personnes qui sont professionnalisées dans la fabrication. Mais il faut visualiser ça un peu plus comme du cosplay. C'est-à-dire que toute la communauté vit par elle-même et pas en achetant des trucs commerciaux, en fait. C'est peut-être d'ailleurs un truc qui différencie le furry des bronies, donc les fans de My Little Pony, dont vous avez peut-être entendu parler, où eux, ils sont très rattachés à un show télévisé. Donc, du coup, il y a aussi pas mal de merchandising qui va avec, alors que la communauté furry, elle crée ses propres trucs. On parle beaucoup d'artisanat, là où il n'y a pas eu d'industrialisation, en fait. La différence entre les brownies et les furries, c'est aussi que les furries sont des hackers, alors que les brownies sont plutôt des sysadmins, non? Je ne sais pas si le stéréotype il est réel ou pas, mais c'est intéressant en tout cas, ouais. On peut être hacker et sysadmin, hein. C'est du SecDevOps, c'est ça? Mais du coup, quel est le rapport avec la sécurité informatique quand même? Enfin bon, moi j'ai ma petite idée parce que j'ai vu passer dans le journal qu'il y avait des groupes de furry hackers qui attaquaient des think tanks conservatifs américains, mais est-ce que c'est généralisé? Est-ce qu'il y a beaucoup de hackers dans le furry fandom? Alors, ce que je dirais, c'est que le fandom, il est très accueillant pour différents types de profils. Il y a beaucoup de neurodiversité dans les personnes qui apprécient le furry. Il y a beaucoup de nerds. Et historiquement, je pense que ça vient quand même pas mal de ces fans de science-fiction qui étaient peut-être un peu mis de côté à l'époque, maltraités dans les années 70-80. C'était pas aussi bien vu, disons, qu'aujourd'hui. Donc, il y a toute une population comme ça qui a été attirée par le fait d'être acceptée dans le mouvement, le fandom furry, et qui, probablement, c'est des caractéristiques communes à ce qu'on peut apprécier en étant fan d'informatique, en ayant de bonnes compétences là-dedans. La mentalité hacking aussi, de devoir se débrouiller, d'aller chercher des trucs sur comment faire les choses par soi-même, essayer peut-être de contourner des codes, ça correspond aussi bien à ce qui existe un petit peu dans le fandom Fury. Donc, bon, ça m'étonne pas qu'il y ait comme ça une telle attirance dans le monde de l'IT pour le fandom Fury, quoi. Ouais, alors j'ai quand même une question et à la fois constat par rapport à ça, c'est que vous êtes vraiment persuadé qu'il y a essentiellement des gens de la cybersécurité chez les Furies, et ce que tu as l'air de dire, c'est que finalement les vieux Furies, c'est un petit peu les geeks du passé qui, pour beaucoup, finalement, sont partis vers l'informatique et une grande partie vers la cybersécurité. Et finalement, les nouveaux Furies, les jeunes Furies, ils viennent de partout ou viennent encore de la cybersécurité? Pour aller sur un sujet qui est un peu plus vaste que juste la cybersécurité, mais sur les thèmes de l'informatique en général, bien sûr, les gens qui passent plus de temps sur un ordinateur en plus sont plus sujettes à arriver sur ce genre de communauté ou à les rencontrer d'une manière ou d'une autre, ce qui facilite la chose. Et donc pour revenir un petit peu sur les statistiques, donc là c'est plus orienté sur les États-Unis. 75% des gens qui sont Fury ont fait plus que le bac, enfin le secondaire. Et parmi eux, 27,9% ont choisi des thèmes qui sont directement associés aux sciences informatiques.
De toute façon, c'est clair que toutes les communautés un peu obscures ne peuvent se créer et se rencontrer que si elles ont accès à un ordinateur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde est capable d'aller sur Internet, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Si tu t'intéressais à un truc très niche, tu avais la chance de le trouver sur les WebRigs, mais tu n'allais pas le trouver à la bibliothèque de quartier, quoi. Et il y a, en fait, pour parler un petit peu littérature, médias, films, etc., tout à l'heure, on parlait de Zootopia, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres références qui sont vraiment, je veux dire, des bases élémentaires, finalement, de ce mouvement, en se disant, là, on arrive à s'y retrouver? Ça, c'est la première question que j'ai. Et deuxième, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un langage universel où les gens parlent dans leur langue? Et, enfin, je veux dire, quand vous faites une convention, je veux dire, c'est quand même tout autre forum. Vous parlez avec la langue de votre interlocuteur ou interlocutrice. Pour répondre d'abord à la première question, il y a certaines références qu'on retrouve assez fréquemment, surtout sur les débuts du fandom, de la communauté, pardon. On retrouvera notamment Robin des Bois de Disney, ainsi que Le Roi Lion, et donc ça sur les anciens. Je ne sais pas si tu auras des choses à rajouter là-dessus, Daoro. En tout cas, tout le mouvement de Disney, que ce soit des années 30 aux années 90, a quand même beaucoup influé là-dessus aussi, de ce qu'on voit. Enfin, il y a eu une envie de mettre en avant plutôt des personnages animaux que des personnages humains, qu'on va retrouver avec le temps. Pardon, Daoro, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Pour les clichés, en tout cas, qui marquent tout le monde, pour peut-être les débuts, oui, ça été clairement dedans. Après, pour des trucs peut-être un peu plus récents qui vont peut-être plus parler à des personnes plus jeunes, actuellement je pense à Beastars, l'animé qui était sur Netflix. Récemment, il y a aussi eu, comment ça s'appelait, The Bad Guys, je crois, un truc en 3D qui sont peut-être les trucs les plus marquants qu'on voit un petit peu plus. Puis Zootopia qu'on a aussi cité, quoi. Après, il faut juste nuancer un tout petit peu, c'est que c'est pas des œuvres qui forcément ont été créées par des furries en visant des furries. C'est juste que comme il y a des animaux anthropomorphiques dedans, forcément ça parle aux gens qui aiment bien ça, quoi. Contrairement à d'autres médias comme Asmin Hotel qu'on peut retrouver sur Prime Video ou comment s'appelle l'autre émission par la même personne ? Eluva Boss. Eluva Boss, qui a aussi été créé par Fury, à la base pour les Fury, mais qui a fini par être complètement popularisé. Et ça, c'est des références récentes, tout comme Tous en scène que tu n'as pas cité, mais le personnage Portia Crystal. Par contre, Hervé nous fait pas l'honneur de sa présence ce soir, mais si certains d'entre vous se rappellent les Cosmocats, par exemple, un dessin animé des années 80, ou même une BD de 1986, je crois, qui s'appelle Oma, danseuse féline, c'est des références intemporelles. Même plus récemment, le chapeauté. Je reviens juste rapidement à la question du langage. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un langage, par exemple, des furies, où, en fait, finalement, vous êtes en France, vous parlez français, il y a un forum, une convention Fury aux États-Unis, vous parlez anglais. Alors, malheureusement, on n'a pas encore développé d'espéranto Fury. Là, basiquement, c'est les langues des pays qui est utilisée, et en général, en cas de doute, on parle anglais dans la mesure du possible. Ouais, d'ailleurs, la plus grosse convention scandinave, qui est entre la première et la plus grosse d'Europe, qui se déroule à Malmö, donc en Suède, tout le monde parle anglais, en fait, parce que, ils arrivent à attirer suffisamment de gens qui viennent pas que de Suède pour que si ça parlait suédois, ça ne marche pas. Et il y a suffisamment de nationalités qui viennent aussi pour que la lingua franca, ce soit l'anglais par défaut, quoi. Ce qui n'empêche pas que dans les conventions locales, les conventions en France, on va parler français, dans plein de conventions en Allemagne, ça va principalement parler allemand, voilà. Paul, tu pensais qu'il y avait un langage secret ou tu pensais que les gens parlaient en C ou... J'allais faire la blague du C, justement, j'allais revenir exactement là-dessus. Tu as lu dans ma tête. Pour revenir rapidement au langage universel, je pense que ça reste principalement l'anglais. Même par exemple sur les deux plus grosses conventions en France, il y a un effort qui est mis pour faire les différentes introductions des panels, que ce soit en bilingue, que ce soit en français et en anglais. Et dans d'autres pays, à chaque fois, il y en a quand même qui sont assez inclusifs sur l'anglais. Vous parliez de Nordic FuzzCon, je suppose qu'il est l'un des plus gros événements nordiques. Vraiment pour un total néophyte, comment ça se passe ? C'est-à-dire je foule l'entrée et une journée à Nordic FuzzCon ou n'importe quelle autre convention, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vais voir ? Quelles sont les activités qu'il y a ? Pour le comparer à des événements comme Insomniac, j'arrive, je récupère mon badge, je vois mes amis, je vais voir des talks qui m'intéressent ou pas, puis je fais la fête le soir avec les gens.
et rebelote le lendemain, et ce pendant plusieurs jours, mais sous le thème non pas de la sécurité, mais des intérêts Fury ou associés. Et ça peut être quoi, par exemple, les talks qu'il y a, du coup, excuse-moi, mais je suis curieux. Très récemment, il y a eu For Science, un site et une équipe de chercheurs qui font des études sur le Fury pour la population, leurs intérêts, etc. Ils ont fait une présentation de leurs recherches. Ça fait partie des talks un peu plus sérieux, on va dire. De manière un peu plus traditionnelle et naïve, il y a pas mal de panels pour débuter sur la création de costumes, pratiquer et avancer un peu ses compétences en dessin. Après, il y a plusieurs activités plus physiques, on va dire, de façon un peu jeu communautaire, quoi, pour que ce soit un petit peu sympa, qu'il y ait de l'animation avec les gens en costume sur scène. Essayer de leur faire des trucs en costume où c'est un petit peu compliqué, quoi. Genre faire un château de cartes avec des grosses patounes, c'est pas facile et c'est un petit peu drôle pour le public, quoi. Mais il y a aussi des talks qui peuvent être assez intéressants. On peut retrouver les classiques PowerPoint karaoké, mais aussi des lightning talks techniques de hackers, où le but c'est de démonter une technologie, mais en 5 minutes. Où des talkers se préparent avant, ils sont enregistrés, mais il y a des intersections. Ce serait le bon moment pour rebondir sur l'intégration du Fury dans les conventions de sécurité informatique majeures comme DEFCON ou CCC. Mais avant, je voudrais revenir à un point sur le langage. Le Fury, c'est universel. Donc, il y a des fabricants de Fursuit en Chine, par exemple, qui font de la qualité tout à fait décente. Hein. C'est pas du rip-off AliExpress ou Temu. Mais il y a aussi des gens au Japon, il y en a aux États-Unis. En fait, il y en a à Abu Dhabi. Ce qui est assez incroyable, c'est cette universalité. Et il n'y a pas de langage. Par contre, il y a un jargon. Si tu es dans la cyber, tu vas voir ton pote, tu lui dis « Ouais, je les pawn avec un exploit ». Personne d'autre en dehors de la cybersécurité ne comprend ça. Tous les milieux ont leur code, leurs mots, leur jargon. Voilà. C'est pas un langage, mais c'est... Merci pour cette précision, Nico. Dans le petit exemple du costume Fury, qui va être appelé Fursuit, bon, en fait, c'est Fury Costume, Fury Suit, Fursuit. Ou Fursona pour le personnage que tu représentes. Exactement. J'ai une question en ce qui concerne les costumes et justement la non-industrialisation. Comment se fait-il que, Nicolas, à l'instant, tu parlais de costumes qui étaient disponibles en Chine, donc il y a quand même une industrialisation. C'est plutôt des artisans qui vont être en Chine, qui vont faire ça dans leur coin. En fait, je pense qu'il y a une précision importante à faire qu'on n'a pas fait, parce que c'est évident pour nous qui sommes dedans. Nos personnages sont uniques, c'est-à-dire que moi j'ai mon personnage, c'est ma créature, c'est moi qui l'ai conçu en termes de design, d'apparence, voilà. Donc il n'y en a pas deux pareils, c'est pas prévu que quelqu'un puisse racheter le même modèle, quoi. Alors que pour un côté plus industrialisé, il faudrait dire, voilà un animal sur 2 pattes générique et tout le monde peut avoir le même. Là, non, le but, c'est vraiment, on a chacun notre identité. Et je pense aussi un des trucs qui a attiré peut-être des gens passionnés par l'IT, le même principe que dans les débuts de nos premiers pas sur Internet, on avait nos pseudos online, notre identité online, et c'était pas notre vrai nom, on était pseudonyme. Là, c'est pareil. Il y a ce petit côté de non, c'est un alter ego, c'est moi, mais en même temps, c'est pas le moi civil. L'animal générique, c'est un peu le renard bleu quand même, non ? Alors oui, ça c'est bien sûr. Mais en fait, c'est finalement un peu comme le cosplay des conventions sur la Japanimation ou des comics des débuts. C'est-à-dire que les gens sont plutôt des artisans qui font leurs propres costumes. Et en tout cas, à l'époque, c'est difficile d'acheter des costumes. Il fallait vraiment les faire soi-même. Et les Fury, finalement, c'est à peu près similaire. Ça a commencé comme ça, mais ça a évolué à un niveau où il y a des gens qui font des costumes qui sont fantastiques. Les listes d'attente, ça peut être 5-10 ans pour en avoir chez certains artisans, autant que certains voudront les faire eux-mêmes de toutes les manières ou ne peuvent justement pas financer l'achat d'un produit d'un artisan reconnu. Daoro, tout à l'heure tu parlais de clichés. Est-ce qu'il y a des stéréotypes ou des malentendus liés au mouvement ou à la communauté? Il y a un point commun entre le furry et le cyber, c'est les dramas. Ouais. Sinon, vu de l'extérieur aussi, t'as l'impression que c'est fortement infantilisé, dans le meilleur des cas, que c'est les gamins qui se déguisent, alors qu'en fait, non, il n'y a pas que ça. Parfois, t'as aussi l'impression que c'est juste une forme de fétichisme sexuel, ce qui est pas forcément exactement ça. Donc, t'as quand même quelques clichés qui ont la vie dure.
effectivement pris dans des cas particuliers. C'est pas des choses où je pourrais dire ça n'a jamais existé. Par contre, dans son ensemble, c'est des clichés qui sont pas représentatifs de la réalité. De ce point de vue, je recommande, Trax a fait début 2024 un reportage sur les Furies et c'est assez représentatif de une bonne vibe aussi, je trouve, qui montre un côté très accueillant et bien sûr c'est un échappatoire aussi, mais c'est un super moyen d'expression en fait, de pouvoir s'exprimer peut-être plus librement pour certains parce que peut-être un peu plus timide ou réservé, voilà. Donc ça permet des libérations comme ça qui sont vraiment très chouettes. Et puis bon, moi, ce côté échappatoire, un peu soupape de pression pour se libérer du quotidien, parce que c'est quand même super cool de se prendre un petit peu pour un humain, mais avec des caractéristiques animalières qui en jettent un petit peu, quoi. Voilà. Je pense que c'est un des attraits aussi, quoi. Après, dans la réalité des choses, sur une convention, c'est beaucoup de gens qui ont eu un sujet similaire d'intérêt et qui, en interaction, ne parlent pas forcément que de ça et peuvent... il m'arrive très fréquemment, c'est quand je vais en convention, de parler beaucoup d'informatique, par exemple. Passer une soirée entre 3h et 5h du matin à discuter autour de bière, de cyber, de comment est-ce qu'on fait certains rapports automatisés, des choses comme ça. Ce serait pas la première fois que j'aurais retrouvé. Et du coup, DEFCON CCC, quels peuvent être les liens avec cette communauté Fury ? Il y a tellement de gens en sécurité informatique qui sont dans les Fury, ou en général dans l'informatique qui sont des Fury, qu'on peut retrouver une sous-convention au sein même de la DEFCON aux US qui s'appelle DEFCON Furs. DEFCON Furs, où on compte une centaine de personnes qui peuvent y aller. Il y a même un propre espace, un propre badge avec un enregistrement pré-convention avec des prix qui sont dans les $130 par personne, justement pour être entre gens de la sécurité dans une convention sécurité, mais entre Fury. Et au CCC, mais alors le CCC a toujours été un lieu qui parlait pas que de cybersécurité, mais aussi de politique, de mode de vie alternatif, enfin je sais pas, de drogue, de polyamour, etc. Donc, Est-ce qu'on pourrait même imaginer que le créateur initial de GitHub est un Fury ? Alors je le connais pas personnellement, mais pourquoi pas ? Ouais, ce serait pas impossible. Il y a quand même suffisamment de personnes furries qui sont programmeurs ou programmeuses, qui sont sysadmins. Il y a un mème assez rigolo d'une prise de vue d'une photo à l'intérieur d'un cockpit d'un avion qui est rempli de personnes qui portent des costumes de furry. Et la légende du mème, c'est je m'oppose à voir un truc pareil, c'est très anxiogène parce que si cet avion s'écrase, on perd Internet. Et c'est assez vrai. Oui, et puis sur d'autres personnalités, donc je le nommerai par pseudo, Spotacus, qui est un Fury qui a fait notamment les capteurs cardiaques optiques que vous retrouvez dans beaucoup de smartwatches aujourd'hui, notamment chez les plus grands géants du marché. Puis bon, on a nos petits doutes par rapport à Monsieur Elon Musk, qui joue beaucoup dessus aussi, et j'en vois certains sourire. Et puis, comme Furry connu ou en tout cas un petit peu intéressé, Swifton Security, c'est pas très clair. Il n'y a pas eu d'une vraie expression furry de sa part, mais on le voit quand même retweeter ou commenter des trucs furry de temps en temps. Et puis moi je connais pas personnellement, mais Ember Fox, ça a aussi l'air d'être un furry un peu connu dans le domaine. Après, dans d'autres domaines, les jeux de combat, on peut retrouver Sonic Fox qui peut gagner un championnat du monde de, je crois que c'était Tekken, tout en portant une tête de costume sur la tête, quoi. Ouais. Et Chise qui a participé au vaccin Covid chez Moderna aussi. Et est-ce que vous voyez arriver ce type d'initiative dans les confs françaises ? Un petit peu. Il y a eu, à une convention française en avril 2024, une petite présentation, enfin une série de rumps en fait, assez courte sur venez présenter votre projet un petit peu hacker, un petit peu électronique, un petit peu IT, ce que vous voulez, mais dans cet esprit-là. Venez présenter votre projet en 3 minutes, je crois, c'était devant tout le monde. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont dû passer. Donc oui, il y a aussi de temps en temps des animations pour essayer de mettre en valeur les projets des gens et ce qu'ils font. Voilà. C'était quelle conférence ? Alors là, c'était dans le cadre de Fantastic, qui est une convention Fury qui a lieu à Lyon.
Oui, mais ce que veut dire Paul, c'est à quand la Fursuit Lounge au FIC? Parce que les furries ne manquent pas à Lille non plus. Ou à quand des rump Fury à stick? Exactement, je pensais à Stick quand j'ai entendu parler des rump. Mais écoutez, on s'organise pour l'année prochaine. Ah, génial. Et comment vous faites pour créer ces personnages ou ces avatars? Est-ce que vraiment c'est une inspiration purement personnelle? Est-ce qu'il y a des... Comment vous faites? Et aussi, question subsidiaire, est-ce que vous pouvez avoir plusieurs avatars? Alors pour répondre à la question subsidiaire, déjà oui, c'est tout à fait possible, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'utiliser le nombre de personnages qu'il veut. Après pour la création, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui sont inspirées et qui vont passer des années à designer de nombreux personnages, et d'autres qui seront moins inspirées mais qui vont récupérer soit des costumes préfaits qui sont vendus aux enchères, soit qui vont simplement demander à des artistes moi j'aimerais bien faire tel type d'animal, propose-moi des trucs, ça marche aussi quoi. Par exemple, sur mon premier avatar, donc c'était en 2011, j'avais fait moi-même. Je suis plus une personne qui est meilleure à faire je suis meilleur à faire un système qui va interagir avec système Unix plutôt qu'une interface graphique. Donc mon personnage a rapidement évolué au fur et à mesure des artistes qui ont pu le dessiner. Et sur l'avatar le personnage le plus récent, je suis allé voir un illustrateur pour travailler avec lui justement sur la création du personnage, donc avec un professionnel sur une base qui me plaisait. Et pourtant, il y en a d'autres personnes qui vont acheter des personnages qui existent déjà, qui sont mis aux enchères ou en vente libre, ou qui vont les créer eux-mêmes. Parce qu'il y a plusieurs alternatives. Et si tu revends, est-ce que la personnalité, est-ce que, on va dire, par exemple, le nom de ton Fury, si quelqu'un le rachète, il part avec le nom, par exemple, de Daoro, ou est-ce que, non, en fait, il achète, on va dire, le costume, l'avatar, et dans ce cas-là, il peut le rebaptiser, quoi, d'une certaine façon, ouais. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Ça va dépendre. La personne qui remettrait en vente un costume, par exemple, pourrait choisir de dire je remets en vente que le costume et débrouillez-vous avec, faites-en ce que vous voulez, voilà. Ou pourrait dire je revends en fait le costume, mais aussi le personnage, donc j'aimerais bien que le nom du personnage soit conservé, voilà. Bon, c'est un peu au bon vouloir de tout le monde. Et puis tout pareillement, un personnage peut être à la fois un personnage qui n'est pas la même personnalité que nous, ou qui pourrait être exactement notre personnalité. Dans mon cas, mes personnages reflètent ma personnalité plus que juste m'imaginer un personnage avec toute une histoire, et certains imaginent toute une histoire, un profil un peu comme de ce qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle par rapport à leur perso, et les attachements peuvent être aussi complètement différents d'une personne à l'autre. Les profils sont variés. Est-ce qu'il y a de la gamification justement en jeu de rôle ou ce genre de choses? Alors, il y en a. Je sais pas si Daoro a peut-être plus d'expérience là-dedans que moi. Je ne suis pas du tout... Je sais que ça existe. Encore une fois, c'est un peu des intérêts communs. Je pense qu'il y a pas mal de rôlistes parmi les Fury. Mais est-ce que c'est vraiment exploité en dehors de « on aime bien les jeux de rôle et faisons une partie de jeu de rôle de temps en temps », mais comme si on n'était pas Fury, quoi. Je sais pas s'il y a vraiment plus que ça. Peut-être chez certaines personnes, mais là je pense que c'est vraiment des cas un peu isolés. Ouais, je sais pas. Sur VRChat, il y a beaucoup de RP. Ah, c'est vrai, ouais. Mais tu vois, je suis trop vieux pour VRChat. T'as pas connu les MUD, les multi-user dungeons? Non, c'est vrai, j'ai jamais traîné là-dessus. T'as traîné un peu sur ce genre de truc par curiosité ou... Moi, je suis suffisamment vieux pour avoir joué à des jeux de rôle en interface ligne de commande, open door, tech item, quoi. Pour repartir sur VRChat, pareil, il paraît qu'il y a du jeu de rôle, mais à la fin, c'est qu'une manière de discuter sans être en webcam et en étant aussi avec le body language. Il y a des gens qui font du RP dessus, mais moi je ne le vois pas. Je suis utilisateur, j'ai été surtout pendant le Covid, utilisateur assez actif de VRChat. J'ai pas eu tant de role-playing que ça dessus. Et est-ce que les avatars évoluent avec le temps ? Ça dépend beaucoup des gens. Il y a effectivement du monde qui se dit tiens, bon, le visuel de mon perso, imaginé en tout cas sur papier, quoi. Peut-être qu'il va rester très stable et de temps en temps il y a peut-être des petites mises à jour sur tiens, mais je lui rajouterais bien tel détail, ou en fait j'adapte très bien un peu les couleurs. Bon, ça peut être des petites touches comme ça. Il y en a d'autres qui vont carrément changer de personnage complètement au fil du temps parce qu'ils se reconnaissent plus dans leur personnage. Mais ça, c'est dans la visualisation de, comment on va dire ça, du concept de son personnage lui-même, quoi.
Parce que après, on peut garder le même personnage et avoir un costume qui va vieillir, et du coup, on va racheter un autre costume fait par quelqu'un d'autre, qui donc aura des caractéristiques un petit peu différentes, parce que sa représentation, sa fabrication sera pas strictement identique, quoi. Paul, je sais pas si tu avais d'autres trucs là-dessus, sur l'évolution du perso. Encore une fois, comme dit, hein, c'est quelque chose qui est à mon avis très personnel en fonction des gens. Certains évolueront, d'autres non. Bon, je pense que vous avez convaincu tous les auditeurs de Limite Sécu, là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? C'est quoi le next step, la prochaine étape? C'est difficile à dire, mais déjà, il n'y a rien de spécial en fait à faire, dans le sens où il n'y a pas de règles pour rentrer, il n'y a pas d'examen à passer, il suffit juste de se dire tiens, ça m'intéresse, comment je pourrais éventuellement me représenter et s'imaginer un personnage. Mais à la limite, même pas ça. Ça peut juste être, tiens, je vais aller regarder des trucs furry sur Internet. Il y en a assez sur les réseaux sociaux, il y en a assez sur YouTube, il y en a assez sur TikTok, VRChat, si vous êtes peut-être un petit peu plus jeune et que vous appréciez ces mêmes formats-là, pour voir ce qui se fait et commencer à, entre guillemets, interagir avec ce qui se passe, en tout cas en tant que consommer des images et du contenu. Puis après, si ça plaît, pourquoi pas se créer un personnage. Du coup, quelle espèce on pourrait choisir, visuellement, comment ça pourrait se représenter. Et là, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, hein. Il suffit de se faire une petite idée et peut-être trouver un artiste pour dessiner quelque chose, quoi. Paul, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir un personnage pour être dans le furry fandom. On peut juste être dans l'appréciation des personnages des autres, dans l'appréciation de certaines parties de l'art, et interagir avec la communauté sans avoir de personnage soi-même. Ce n'est pas exclusif. Puis pour l'intégration, aujourd'hui, comme dit, juste sur la consommation d'art, il y a assez de contenu en ligne pour en trouver facilement sur les différents réseaux. Après, il y a aussi des communautés qui existent de partout. Je veux dire, il y a 15 ans, tout se déroulait principalement, par exemple en France, sur un certain forum PHPBB et sur IRC. Aujourd'hui, il y a tellement de serveurs Discord différents, de groupes sur des grandes plateformes telles que Twitter, ou des comptes suivis des groupes Facebook, pardon, et des comptes suivis sur Twitter, pour qu'on puisse retrouver un petit peu, discuter avec des gens directement. Et l'insertion dans la communauté peut se passer comme ça. Parce que tu vois, si j'ai réussi à convaincre quelqu'un d'abandonner Linux, enfin de passer à Linux, pardon, et lui dire, il y a des Linux user group dans ta région, des install party, tu cherches install party Linux et tu vas trouver des gens qui vont t'aider à passer sous Linux pour ta machine perso. Mais c'est quoi le conseil actionnable que tu donnes? Est-ce qu'il y a des pièges, quoi? Est-ce que si je tape Discord Furry sur Internet, est-ce que je vais vite me faire raider par des Kiwi Farm ou pas? Moi, je traîne pas assez sur Discord. Peut-être que... Ouais, je sais pas. Sur Twitter, il y a toujours le risque que les gens soient nerveux entre eux et se plaignent du drama traditionnel de communauté en ligne, hein. J'ai presque envie de diriger les gens vers Fur Affinity, qui est un site d'hébergement, principalement de images, on va dire ça. C'est principalement du dessin, quoi. Pour voir un peu ça, ça me paraît être une porte d'entrée pas trop mal et assez généraliste, quoi. Bon, eh bien, ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que l'un d'entre vous souhaite apporter le mot de la fin. Miaou. Ouais, c'est un bon mot de la fin. En tant que chien, j'ai pas précisé que mon espèce était un chien, du coup je désapprouve ce miaou, mais d'accord. On n'a qu'à faire un aou tous ensemble. Oui, un petit aou. Pour apporter un mot de la fin, on parle de Fury, on parle de sécurité informatique, on parle de plein de populations différentes. Je pense que ce qui est très intéressant dans cette communauté, c'est justement d'avoir des profils extrêmement variés et de pouvoir échanger avec des gens qui n'ont pas forcément... disons qu'ils sortent de nos cercles habituels. Donc si je me parlais que avec mes collègues, mes amis d'école ou les milieux habituels, je parlerais que avec des gens qui travaillent dans l'informatique ou niveau ingénieur. Je n'aurais pas la diversité de pouvoir parler avec des gens qui ont plus des vies d'artistes ou qui font de la biologie ou d'autres corps de métier. Et c'est en vivant aussi un petit peu à travers cette communauté que j'ai eu l'opportunité de croiser un nombre de profils différents et extrêmement intéressants et qui sont très accueillants en fait, peu importe qui on est, ce que je trouve vraiment assez fantastique. Ouais, il y a un petit truc légèrement anticonformiste dans tout ça, où on encourage beaucoup la créativité et le do-it-yourself pour soit pour la création, soit pour un peu le lore de son personnage si on a envie de s'en faire un. Tout ça, je trouve que ça amène
une certaine forme de libération qui est super agréable. Et puis, bon, je prêche pour ma paroisse, mais quand même, avoir le look un petit peu d'un gigantesque animal intelligent sur deux pattes, c'est quand même super cool. Donc, si vous trouvez ça aussi sympa, je vous encourage à vous laisser aller, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. En rajoutant que c'est quand même, je trouve ça assez agréable d'être dans un cercle de fréquentation de gens. Donc c'est pas mon unique cercle de fréquentation, mais de me retrouver dans les cercles de fréquentation de gens qui sont entre guillemets complètement en ligne et tellement variés qu'en fait on peut être complètement soi-même et ne pas avoir forcément arboré un masque social à se cacher derrière des protocoles de nos milieux respectifs. Et c'est assez fabuleux, je trouve. Bon, eh bien, je pense que ça aura donné envie, comme le disait Nicolas, à pas mal de nos auditeurs de s'intéresser à cette communauté. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.